Ceci se passe en ce moment même, à cette minute précise. Pendant que vous regardez cela, le plateau de Gizeh est bouclé. Mais pas comme d'habitude. Ce n'est pas un cordon touristique. C'est un bouclage militaire. L'air tremble non pas de chaleur, il tremble de silence. Un silence plus lourd que des millions de tonnes de pierres au-dessus de nos têtes. Les agences de presse du monde entier sont perplexes. Elles diffusent des images de hélicoptères montrant la place vide devant le Sphinx, mais elles ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Les chaînes officielles égyptiennes se taisent, mais nous savons. Les informations d'initiés que nous avons obtenues de sources au Caire confirment. Cette nuit, sous le couvert de l'obscurité, une opération a été menée. Les informations d'initiés que nous avons obtenues de sources au Caire confirment. Cette nuit, sous le couvert de l'obscurité, une opération a été menée. Une opération préparée depuis des décennies. Une opération qui a été interdite, ridiculisée, sabotée. Ils l'ont ouverte. Ils ont ouvert le sas. Celui-là même. Juste au-dessus des yeux éternels et impassibles. Celui qui, selon la version officielle, était un trou technologique insignifiant. Celui qui, disons-le, avait déjà commencé à laisser filtrer à travers le mur du silence. Ce n'est pas simplement une découverte. C'est un verdict sur toute notre histoire. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure façon de nous remercier. Merci. Ce que vous allez voir maintenant ne va pas seulement changer les manuels scolaires. Cela va tout changer. Pour comprendre le choc de cette découverte, nous devons d'abord comprendre l'ampleur de la tromperie. Une tromperie qui a duré des siècles. On nous a appris à l'école. On nous a bercés avec ce conte. Le grand sphinx de Gizeh. La terreur de Ropoli. Taillée dans la roche massive il y a environ 4500 ans. Environ 2500 avant notre ère. Par ordre du pharaon de la quatrième dynastie, Khafra. Son visage est celui de Khafra. Son but est de garder le repos éternel des pharaons dans les pyramides. Cela sonne bien. Logique, emballé dans une jolie boîte. Cette boîte nous a été remise par les archéologues du XIXe siècle et nous n'avons jamais osé regarder sous le couvercle. Nous avions peur de ce que nous pourrions y trouver, parce que absolument chaque point de cette version officielle est un mensonge. Un mensonge éhonté, arrogant, académique. Ce n'est pas juste une statue, il ne garde pas les tombes, il n'a pas été construit par Khafra. Et son âge, son véritable âge, vous fera douter de qui vous êtes. Pendant des décennies, quiconque posait des questions gênantes était stigmatisé, pseudo-scientifique, rêveur, conspirationniste. L'égyptologie est devenue une science dogmatique, et son grand prêtre, le docteur Zahi Hawass, a veillé pendant des décennies. Le docteur Zahi Hawass a veillé pendant des décennies. Sa phrase préférée était « Il n'y a pas de mystères à Gizeh, toutes les énigmes sont résolues ». Il mentait. Et il savait qu'il mentait. Parce que les mystères n'étaient pas seulement présents, ils criaient, ils hurlaient, ils transparaissaient à travers la pierre. Et le plus grand mystère nous regardait tout ce temps, juste au-dessus de sa tête. Commençons par le simple, par la logique. Imaginez. Vous êtes pharaon, vous êtes un dieu sur terre. Vous mobilisez des milliers de travailleurs, vous dépensez des décennies. Vous taillez un monolithe dans la roche, la plus grande sculpture de la planète, un monument qui doit immortaliser votre nom pendant des millions d'années. Que ferez-vous en premier? Vous le signerez. Vous le couvrirez d'hiéroglyphes. Vous graverez votre nom sur sa poitrine, sur ses pattes, sur son socle. Vous raconterez à toutes les générations à venir, c'est moi. Moi, Khafra, j'ai créé ce miracle. Les anciens Égyptiens étaient obsédés par cela. Ils signaient tout. Chaque temple, chaque colonne, chaque statuette. Tout était couvert de cartouches de pharaon. Mais sur le sphinx, silence. Un silence absolu, assourdissant, impossible. Il n'y a aucune inscription, aucun hiéroglyphe, aucun papyrus de l'époque de Khafra qui disent « Le pharaon a ordonné de construire le sphinx ». Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? La science officielle marmonne. Eh bien, c'était évident, cela ne nécessitait pas de signature. Ce n'est pas une réponse. C'est une confession de leur propre impuissance. C'est le premier clou dans le cercueil de la théorie officielle. L'absence de signature n'est pas juste une omission, c'est une preuve. Une preuve prouvant que Khafra ne l'a pas construit. Il l'a trouvé. Il était un touriste comme nous. Il a simplement construit son temple à côté du miracle qui se tenait déjà là depuis des milliers d'années. Et nous voilà sur la grande rue, celle qui a été cachée à la vue de tous. Le sas. Juste au sommet du sphinx, sur son sommet plat, il y a un trou. Ce n'est pas une théorie.
ce n'est pas une invention. Il figure sur des photographies du XIXe siècle. Il est présent sur tous les schémas. En 1837, l'explorateur britannique Howard Weiss, celui qui a utilisé de la dynamite pour pénétrer dans les pyramides, et l'ingénieur John Perring y ont prêté attention. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un nid pour un certain couvre-chef, une couronne qui était tombée depuis longtemps. Mais Perring était ingénieur. Il a décidé de vérifier. Il a pris des tiges de forage, il les a insérées dans le trou, et elles ont coulé. Elles sont descendues. Pas de 10 centimètres, pas d'1 mètre. Elles ont plongé dans la pierre presque à 9 mètres, 27 pieds. Ce n'était pas juste un trou, c'était une mine. Un tunnel vertical fait par l'homme menant à l'intérieur de la tête du sphinx. Que firent-ils avec cette information? Rien. Ils l'ont simplement enregistrée. Le mystère est resté à attendre. Il a attendu presque 100 ans. Dans les années 1920, l'ingénieur français Émile Borès était responsable d'une vaste restauration du sphinx. Le sphinx égyptien était alors littéralement en train de se désagréger. Borès, bien sûr, savait pour ce trou et lui, contrairement à Weiss, a décidé de descendre. Ces rapports déjà, qui ont été retrouvés plus tard dans les archives, sont étonnamment maigres. Il écrit qu'il est descendu, qu'il a trouvé un petit passage vide allant vers le cou et qu'il se terminait rapidement par un éboulement. Une fin de l'histoire. Mais dès que fit Borès après cela, il ne se contenta pas de fermer l'entrée. Il l'a scellée avec du ciment, un bouchon de ciment brut et lait. Pourquoi faire tant d'efforts pour sceller une impasse insignifiante? C'est illogique. C'est suspect. Que si l'éboulement dont Borès a parlé de manière si vague n'était pas naturel, que si l'éboulement dont Borès a parlé de manière si vague était artificiel, que si Boré avait trouvé quelque chose qu'on lui avait ordonné de cacher, que s'il avait scellé le passage intentionnellement, les années ont passé. Le bouchon de ciment irritait les yeux. Lors de la dernière grande restauration dans les années 1980, lorsque le sphinx a été sauvé de la destruction, ce bouchon laid a été recouvert, par un couvercle métallique soigné et discret peint dans la couleur de la pierre. Du sas technologique, il est devenu une porte scellée et un ordre tacite a été donné d'oublier cela. La version officielle est que ce trou technologique provient soit des anciens constructeurs, soit des restaurateurs du XIXe siècle, il ne mène nulle part. C'est une impasse. C'est une cicatrice qui n'a pas d'importance. Mais comment peut-on oublier un puits de 9 mètres foré dans la tête de la plus grande statue du monde? C'est la première et principale question de notre enquête. Que cache-t-il dans sa tête? Mais ce n'est pas le seul trou. Ce qui nous est caché, c'est que le sphinx n'est pas monolithique. Il est traversé de tunnels. Au XIXe siècle, encore avant Borès, à l'arrière du sphinx dans son arrière-train, un autre tunnel à soie a été trouvé. Il pénètre dans le corps, puis se termine brusquement. Il a également été scellé. Dans les années 1980, lors des travaux de restauration, les ouvriers ont découvert une profonde fissure dans la poitrine du sphinx qui, selon les rumeurs, menait également à une cavité intérieure. Elle a été immédiatement colmatée. Mais l'entrée principale a toujours été à la vue de tous, sous son oreille. De nombreux chercheurs, y compris l'archéologue français Pierre Tallet, ont noté qu'il y avait un patch rectangulaire en pierre de couleurs différentes juste derrière l'oreille droite du sphinx. Cela ressemble exactement à une ouverture de porte scellée. La tête, le dos, la poitrine, l'oreille. Toutes ces cicatrices et cette trace que la science officielle attribuait à des tentatives infructueuses de voleurs ou à des trous technologiques. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si c'était un système dans lequel nous ne devions pas entrer? Et le sas sur la tête était l'entrée principale, la plus grande preuve de cette affaire. Pas ce qui a été ouvert, mais ce qui est à la vue de tous. Regardez le sphinx. Il ne se tient pas sur le sable. Il est allongé dans une profonde tranchée taillée dans le plateau rocheux. Et les murs de cette tranchée, tout comme le corps même du sphinx, sont striés de profondes rainures verticales. Les manuels nous disent que c'est l'érosion due au vent et au sable. C'est un mensonge facile à réfuter. Tout géologue de première année vous dira à quoi ressemble l'érosion due au vent. Le vent portant du sable frappe par le bas. Il coupe la roche comme un couteau. Il crée des traces horizontales coupées comme des champignons. Les pyramides qui se trouvent à proximité ont exactement ces traces. Mais ce que nous voyons sur le sphinx et les murs de sa baignoire est un exemple classique et emblématique d'érosion due aux pluies torrentielles. Des milliards d'années de pluies torrentielles s'écoulant sur son dos et ses flancs érodant les couches de calcaire. Mais attendez. En 2500 avant notre ère, à l'époque de Khafra-Gizeh, était un désert aussi sec qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pluie capable de causer de tels dégâts. Le climat était établi. Alors quand
Quand l'Égypte a-t-elle connu de telles pluies? Au début des années 1990, le chercheur John Anthony West affirmant depuis des décennies que le Sphinx est beaucoup plus ancien a amené à Gizeh un géologue, un véritable scientifique, le professeur de l'université de Boston, Robert Schoch. Il n'était pas égyptologue. Les dynasties ne l'intéressaient pas. Il regardait simplement les pierres et son verdict a explosé le monde scientifique. Il a dit « c'est de l'eau ». Ce n'est pas le vent, c'est l'érosion due aux pluies torrentielles. On lui a demandé quand ici il y avait de telles pluies. C'est l'érosion due aux pluies torrentielles. On lui a demandé quand ici il y avait de telles pluies. La réponse géologique est simple. Elle ne laisse aucune pierre sur pierre de la chronologie officielle. Après la dernière période glaciaire, à l'époque connue sous le nom de Sahara vert ou subpluvial néolithique, entre 10 000 et 5 000 ans avant notre ère. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait géologique. Cela signifie que le Sphinx se tenait là des milliers d'années avant Khafra, des milliers d'années avant l'Égypte elle-même. Cela signifie qu'il est un héritage, un vestige, un détail survivant d'une civilisation que nous ne savons même pas comment nommer. Le monde scientifique a explosé. C'était une hérésie. C'était une atteinte aux fondements. Le directeur des antiquités égyptiennes de l'époque, le docteur Zahi Hawass, était hors de lui. Il a organisé une chasse aux sorcières. Il a convoqué une conférence de presse juste devant les pattes du Sphinx. Il a ridiculisé Schoch. Il lui a interdit toute recherche en Égypte. Il l'a traité de charlatan. Le principal égyptologue Mark Lehner, le principal défenseur de Khafra, a proposé des contre-théories. Il a dit que c'était un holoclastie, une érosion due au sel. L'humidité monte du sol, transporte le sel détruit de la pierre. Mais Schoch a souligné que l'érosion due au sel crée une autre structure friable et s'effritant, et non des rainures verticales nettes. Alors ils ont dit, c'est l'érosion due à la rosée du matin. Mais la rosée ne peut pas creuser des canyons de 9 mètres. Alors ils ont dit, c'est du calcaire faible. Mais Schoch a souligné la preuve de la poule et de l'œuf. La preuve de la poule, l'érosion sur le sphinx et les murs de la tranchée, est identique. La preuve de l'œuf, et c'est un coup de feu dans la tête de la théorie officielle. Dans la même roche, littéralement à quelques mètres de la tranchée du sphinx, sont taillées les tombes de la 4e dynastie, celles de l'ère de Khafra. Et elles n'ont pas cette érosion. Elles se sont presque parfaitement conservées. Comment est-ce possible? La réponse est unique. L'eau a érodé le sphinx pendant des milliers d'années. Puis les pluies ont cessé. Et seulement après cela, des milliers d'années plus tard, les pharaons de la 4e dynastie sont venus sur ce plateau, ont trouvé le monument ancien et ont taillé leurs tombes à côté. Les pierres ne mentent pas. Le sphinx était ancien. Déjà à l'époque des pyramides, s'il est si ancien, que cache-t-il? Les rumeurs sur des chambres cachées circulaient depuis des siècles. Les chroniqueurs arabes parlèrent de salles de connaissances cachées sous garde. Mais tout cela était considéré comme des mythes, des contes romantiques. Puis est venue l'ère des technologies. En 1987, une équipe de l'université Waseda au Japon, dirigée par le professeur Sakuji Yeshimura, a effectué le premier scan haute technologie du plateau. Ils ont utilisé un géoradar GPR. Et ils ont trouvé des choses choquantes. Ils ont trouvé des vides devant le sphinx. Ils ont trouvé un tunnel passant sous le sphinx. Ils ont trouvé une autre anomalie près de la patte gauche. Ils ont même déclaré avoir trouvé un tunnel allant de la chambre de la reine dans la grande pyramide vers le sphinx. Leur travail a été immédiatement arrêté par les autorités égyptiennes. La raison officielle, c'est que ces technologies peuvent endommager les monuments. Mais c'était un radar. Il est inoffensif. La véritable raison était ce qu'ils avaient trouvé. Mais ce n'était que le début. En 1991, avec Robert Schoch, le géophysicien, Thomas Dobecki travaillait sur le plateau. Avec lui, un équipement sismique. Il frappait littéralement la roche. Et ils l'ont trouvé, lui. Ce que tout le monde cherchait. Juste sous les pattes avant du sphinx, à quelques mètres de profondeur, le radar a montré un vide. Pas juste une fissure, une grotte non naturelle. Il a montré une chambre parfaite rectangulaire faite par l'homme, une cavité de taille environ 9 sur 12 mètres, des angles droits parfaits. Ce que le radar voit comme une anomalie, une chambre sous les pattes du sphinx. Cela ressemblait trop à une autre prédiction presque folle. La prédiction du prophète endormi Edgar Cayce. Déjà dans les années 1930, ce mystique américain en transe a déclaré qu'une salle de preuve ou une salle de chronique serait trouvée sous la patte droite du sphinx. Il a dit que des artefacts et des écrits d'une civilisation disparue, l'Atlantide, y étaient conservés attendant leur heure. Pendant des décennies, cela l'a été moqué.
C'était de la nourriture pour les marginaux. Et maintenant, le géoradar de Thomas Dobecki a montré qu'il y avait vraiment quelque chose là-bas, juste là où Case l'avait indiqué. Coïncidence peut-être. Mais que firent les autorités égyptiennes lorsqu'on leur présenta ce rapport? Zahi Hawass était furieux. Il a immédiatement arrêté la recherche. Il a déclaré publiquement que ce sont des fissures naturelles dans la roche, des fractures rectangulaires avec des angles parfaits de 90 degrés. La nature ne construit pas ainsi. La licence du groupe de recherche a été immédiatement annulée. Les résultats du scan ont été classifiés. Mais il était trop tard. L'information affûtée, une tendance claire émerge. Quiconque approche le sphinx avec un radar trouve des vides, et quiconque les trouve est immédiatement expulsé du plateau. La science officielle affirme qu'il n'y a pas de tunnel, pas de chambre. C'est un mensonge flagrant et prouvable. Parce qu'ils les ont eux-mêmes trouvés. Zahi Hawass, le principal opposant aux chambres secrètes, a lui-même découvert dans les années 1990 l'une des structures les plus mystérieuses de Gizeh. Il l'a fait dans le cadre du nettoyage du plateau. Il ne cherchait pas de mystère, mais il les a trouvés, juste derrière le sphinx sur la digue menant à la pyramide de Khafra. Ils ont trouvé un puits profond et vertical. Ils descendaient. Au premier niveau, à 10 mètres de profondeur, ils ont trouvé une chambre. Dedans, un autre puits. Et ils sont descendus. 20 mètres, une autre chambre. Dedans, un troisième puits. Ils sont descendus. 30 mètres sous terre, plus profond que quoi que ce soit sur le plateau. Et là, ils ont trouvé une chambre inondée par les eaux souterraines. Au milieu de ce lac souterrain, sur une île, se tenait un gigantesque sarcophage en granit noir parfaitement poli. Il était vide. Cette structure a été appelée la tombe d'Osiris. Hawass l'a immédiatement datée de la 26e dynastie, période tardive sépulture symbolique. Mais attendez, pourquoi construire quelque chose d'aussi complexe, aussi profond, descendant vers les eaux souterraines à une époque tardive lorsque l'Égypte était déjà en déclin? Que si ce puits est beaucoup plus ancien, que s'il faisait partie de ce système aquatique dont parle l'érosion de choc, que s'il se connectait aux chambres de Dobekki, ce n'est pas juste une tombe, c'est une partie de la machine. La science officielle soutient que Khafra l'a construit, mais ils n'ont aucune preuve. En revanche, la théorie alternative en a une preuve égyptienne ancienne. Cette preuve égyptienne ancienne se trouvait juste entre les pattes du sphinx, la soi-disant stèle d'inventaire. Elle a été trouvée par Auguste Mariette au XIXe siècle. Elle comporte des hiéroglyphes. Et le texte qu'elle contient est impossible. Il est catastrophique pour la version officielle. La science officielle a immédiatement, presque dans la panique, déclaré qu'il s'agissait d'une contrefaçon tardive. Ils ont affirmé qu'elle avait été créée sous la 26e dynastie, près de 2000 ans après Khafra. Un style de sculpture primitif des erreurs dans les titres des anachronismes. Elle a été discréditée et mise dans une salle éloignée du musée du Caire. Pourquoi? Parce que le texte qu'elle contient est une bombe. La stèle dit clairement que le pharaon Khéops, le père de Khafra, a trouvé le sphinx. Il l'a trouvé déjà vieux, endommagé, enfoui dans le sable. Il a ordonné de le réparer. Pas de le construire, mais de le réparer. Il mentionne également qu'un éclair a frappé le couvre-chef du sphinx, le brisant. Cette stèle est une preuve directe de l'Antiquité que le sphinx était ancien déjà à l'époque des bâtisseurs de pyramides. Cela confirme complètement la géologie de choc. Il avait été endommagé avant Khafra. Cela explique peut-être aussi l'ouverture dans la tête. Le résultat d'un coup de foudre qui a ensuite été dégagé par Weiss. Et si ce n'était pas une contrefaçon, et si c'était une copie exacte faite par des prêtres plus tardifs d'un papyrus beaucoup plus ancien et détruit, et s'ils avaient désespérément essayé de préserver l'histoire vraie, bien direz-vous. Mais le visage, on nous a montré pendant des décennies dans les musées cette statue en diorite de Khafra. Elle a été trouvée dans un temple près du Sphinx. On nous disait, regardez, comparez, c'est le même visage. Et nous regardions, et nous acquiescions. Nous ne scrutions pas, et c'est dommage. En 1993, un détective de New York spécialiste en identification judiciaire, Frank Domingo, a fait ce que les archéologues n'avaient jamais fait. Il a appliqué des méthodes criminologiques standards. Il a pris des mesures précises. Il a comparé les proportions. L'angle de la mâchoire, la largeur des pommettes, la forme des lèvres, le volume des joues. Son verdict était sans appel. Ce n'est pas la même personne. Ce sont deux visages complètement différents. Le visage du sphinx présente des traits clairement comme le disent les anthropologues négroïdes qui n'apparaissent pas sur la statue de Khafra. Cela a été un scandale. Comment un policier osait-il s'immiscer dans leur science mais les chiffres ne mentent pas? Puis un autre détail plus étrange a émergé. Regardez le sphinx de profil. Regardez simplement. La tête est absurdement petite.
Elle est comiquement disproportionnée par rapport à son gigantesque corps de lion de 100 mètres. Aucun sculpteur égyptien obsédé par le canon et les proportions n'aurait jamais commis une telle erreur grossière. La réponse à cette énigme est simple. Est simple et elle est horrible. Ce n'est pas la tête originale. Ce que nous voyons maintenant est le résultat d'une opération plastique de l'âge de pierre. La tête initiale, beaucoup plus ancienne, a été endommagée peut-être par cette même érosion. Et des millénaires plus tard, un pharaon, peut-être Khafra ou peut-être Khéops, a trouvé ce monument ancien et détruit, et a ordonné de remodeler le reste de la tête, lui donnant les traits de son époque. Mais s'il a remodelé la tête, à quel point le corps était-il ancien? Tous les indices indiquent une incroyable ancienneté. L'eau, la stèle, la petite tête. Mais il y en a un autre, les étoiles. Le sphinx regarde parfaitement vers l'est. Il accueille le lever du soleil. Mais en raison d'un phénomène appelé précession, une lente oscillation de l'axe terrestre, les constellations au lever du soleil se déplacent lentement. Tous les 260 ans, une nouvelle constellation se lève à l'équinoxe de printemps. Nous vivons à l'ère des poissons en transition vers l'ère du Verseau. À l'époque de Khafra, de 1500 ans avant notre ère, c'était l'ère du taureau. Mais le sphinx est un lion. Le chercheur Robert Bauval, dans son livre L'énigme d'Orion, a posé une question simple. Quant au lever du soleil, le jour de l'équinoxe de printemps, la constellation du lion. La réponse est connue. C'était 10 000 ans avant notre ère. Au moment même où le géologue Robert Schoch dit qu'il pleuvait à Gizeh. Au moment même où, selon la théorie de Bauval, les 3 pyramides de Gizeh reflétaient parfaitement sur Terre les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Coïncidence, la géologie et l'astronomie pointent vers la même date impossible. D'ici 500 ans avant notre ère, 7000 ans avant Khafra. Le sphinx est un lion. Il a été construit à l'ère du lion. Il regardait son reflet céleste. Ce n'est pas une tombe, c'est un marqueur astronomique, des horloges mesurant les époques. Pendant des décennies, le dossier était clos. Zahi Hawass a bloqué d'une main de fer toute tentative de percer le sphinx, ou de regarder en dessous, aucun mystère. Le sujet est clos. Mais en 2011, une révolution a eu lieu en Égypte. Hawass a perdu son poste. Une nouvelle génération de jeunes archéologues égyptiens est arrivée. Et une nouvelle technologie est arrivée. En 2015, le projet international Scan Pyramids a été lancé. Des scientifiques français, japonais, égyptiens. Ils ont décidé de scanner les pyramides, mais pas avec un radar. Ils ont utilisé la tomographie par muons. Les muons sont des particules générées dans les couches supérieures de l'atmosphère par des collisions avec des rayons cosmiques. Ils volent vers la Terre. Ils traversent la pierre. Mais s'ils traversent le vide, ils sont détectés en plus grand nombre. S'ils traversent une pierre dense, ils sont moins nombreux. En plaçant des détecteurs, on peut comme sur un rayon X créer une carte en 3 dimensions des vides à l'intérieur de l'objet. C'est une technologie qu'on ne peut pas tromper. Et en 2017, ils ont annoncé une découverte. La Grande Cavité. Une cavité géante inconnue auparavant au-dessus de la Grande Galerie dans la pyramide de Khéops. Une cavité de la taille d'un avion de passagers. La science orthodoxe était sous le choc. Ils affirmaient depuis des décennies qu'il n'y avait rien de nouveau dans la pyramide. Ils avaient tort. Cette découverte a tout changé. Elle a prouvé. Il y a des chambres cachées à Gizeh. Elle a fait prouver que les orthodoxes avaient tort. Et maintenant, tous les regards se tournent vers le sphinx. S'ils ont raté une cavité de la taille d'un avion dans la pyramide, qu'ont-ils raté dans le sphinx, que cache la chambre de Dobetsky, que cachent les tunnels japonais, et surtout, que cache le bouchon en ciment d'Émile Boré, que se trouve au bout de la cheminée de 9 mètres menant à la tête du géant. La pression sur les autorités égyptiennes est aujourd'hui insupportable. Ils ont la technologie. Des détecteurs de muons, des robots capables de se faufiler partout. Ils ont tous les indices, l'eau, les étoiles, le radar, la stèle, le visage. Ils ont un dossier, et ils ont une porte verrouillée, un accès à la tête. Ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. L'enquête d'aujourd'hui n'est pas un homme avec un radar, c'est une communauté scientifique mondiale exigeant des réponses. Ils savent qu'il y a une chambre sous les pattes, ils savent qu'il y a une cheminée dans la tête, et cette nuit ils l'ont ouverte. Et nous voilà de retour. Cette nuit. Sur le plateau détaché. L'équipe ayant enfin obtenu la permission à utiliser un outil. Ils ont soigneusement découpé la trappe métallique des années 80. En dessous se trouvait ce même ciment brut de Boré. Il a été soigneusement foré. Et en dessous, elle s'est ouverte. La cheminée de 9 mètres que Pering avait vue. Une obscurité absolue et ancienne. Le premier à descendre a été un robot. Une nouvelle génération de robots explorant les pyramides.
Il est descendu. 9 mètres. Et il a buté contre l'obstruction de Boré. Mais ce n'était pas simplement des déchets. La caméra du robot a montré. C'était un mur de pierre soigneusement disposé. Un mur fait par l'homme. Le manipulateur du robot a commencé à le démonter pierre par pierre et derrière lui, un passage s'est ouvert. Il ne descendait pas, il avançait horizontalement vers le cou et le corps. Le robot s'est avancé et ici se termine l'Égypte que nous connaissions. Ce n'est pas une tombe, ce n'est pas un temple. La caméra a pénétré dans une petite chambre à l'intérieur de la tête. Mais les murs n'étaient pas en calcaire. Ils étaient recouverts de quelque chose d'autre. Lisse sombre. Peut-être du basalte. Ou du diorité, un matériau incroyablement difficile à travailler. Et les murs étaient couverts non pas d'hiéroglyphes, mais de motifs géométriques parfaits et complexes de niches résonatrices. Cela ressemblait aux entrailles d'un gigantesque instrument de musique, ou à une chambre acoustique. Et tout de suite, les scanners à muons fonctionnant simultanément ont donné confirmation. La cheminée dans la tête n'est pas une impasse. La chambre dans la tête n'est pas une fin. Cette chambre est connectée. Elle a un tunnel. Elle descend à travers le cou dans le corps du sphinx. Et elle se connecte aux anomalies trouvées par le radar. Elle mène à cette chambre de 9 sur 12 mètres sous les pattes. Et elle semble se connecter à la tombe d'Osiris. C'est un système unique, tous les indices convergents. Le sphinx n'est pas une statue, c'est un dispositif, une machine. La tombe d'Osiris, avec sa profonde cheminée menant à l'eau, était une mise à la terre ou une source d'énergie utilisant les courants telluriques et les eaux souterraines. La chambre sous les pattes était la grande résonatrice, et la tête avec sa chambre acoustique et sa cheminée était le système de contrôle, le tuner, l'endroit où entraient les opérateurs. Tous les indices convergent en un seul point. Le sphinx n'est pas une tombe, c'est autre chose. Un reliquat, une machine, un dispositif, un marqueur antédiluvien. Il a été construit par une civilisation obsédée par la géologie, l'astronomie et peut-être une technologie basée sur la résonance et l'énergie de la Terre. Celle-là même qui a inondé la tombe d'Osiris et peut-être la salle des chroniques de Dobetsky. Une civilisation qui a disparu dans les millénaires avant notre ère, nous laissant ces gigantesques horloges muettes. Et les pharaons, ils les ont simplement trouvées. Ils étaient hantés les premiers archéologues. Ils adoraient ces monuments, construisaient leurs pyramides à côté d'eux, essayant d'imiter les dieux. Ils ont remodelé la tête du sphinx à leur image. Ils ont scellé ce qu'ils ne comprenaient pas ou ce qu'ils craignaient. Ils ont scellé ce qu'ils ne comprenaient pas ou ce qu'ils craignaient. L'enquête continue. En ce moment, même pendant que nous parlons, le robot JDNJ se faufile dans le tunnel à l'intérieur du corps du sphinx. Les autorités égyptiennes sont en panique. Ils ne savent pas comment annoncer au monde que le principal symbole de leur pays n'est pas le leur, que toute leur histoire est fondée sur un mensonge. L'ouverture de la trappe ne nous a pas donné de momie, elle ne nous a pas donné d'or, elle nous a donné une vérité plus terrifiante que toute fiction. Nous ne sommes pas la première civilisation sur cette planète, nous sommes simplement les suivants. Que trouvera le robot dans la chambre sous les pattes, des archives, des artefacts? Ou simplement une chambre vide qui prouvera que toute notre histoire est un mensonge? Que pensez-vous? Qu'a caché Barry derrière le mur de ciment? Et qu'est-ce qui nous attend dans la salle des chroniques d'Edgar Cayce? La vérité n'est plus sous terre. Elle attend que nous trouvions le courage de la regarder. Edgar Cayce.